Les journées de la persévérance scolaire débutent partout au Québec et en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, l'organisme Action Réussite organise une foule d'activités de promotion et de visibilité pour ces journées-là. Et en collaboration avec eux, Médiaté, TVC7 ont organisé une émission spéciale, l'Actu Plus, avec des intervenants d'Action Réussite, des entrepreneurs et même des élèves pour discuter de conciliation travail-études. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Actu Plus. Alors, pour bien commencer cette émission spéciale sur la persévérance scolaire, François Manger est avec nous. Oui. Tu es allé à la rencontre de deux personnes importantes dans ce dossier. Effectivement. J'ai rencontré Annie Boivin, qui est coordonnatrice chez Action Réussite, et Marie-Christine Turgeon, coordonnatrice de la table locale en persévérance éducative ici dans la MRC d'Abitibi. Et ces deux personnes-là sont passées sur notre plateau cette semaine. On a parlé de l'amélioration du taux de diplomation. On a parlé des impacts de la pénurie de main-d'œuvre sur toute la persévérance scolaire, les décrocheurs et tout ça, parce que veux pas, ça a un impact. Là, il y a beaucoup d'emplois avec peu de formations nécessaires qui sont disponibles, donc ça vient jouer à travers tout ça. Puis on a parlé de l'importance de l'équilibre. L'équilibre entre la vie de travail, d'études et de famille. Donc on a parlé un peu de tout ça dans cette entrevue-là, qui est très intéressante d'ailleurs. On écoute ça? J'aimerais qu'on commence. On va parler de réussite scolaire. Ça va de mieux en mieux, il y a de l'amélioration. Effectivement, les statistiques régionales actuellement sont de 75,5% de taux de réussite, de taux de diplomation après 7 ans au secondaire. Et dans le fond, un peu plus tôt, là, on était à 73%. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette belle amélioration-là. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, des efforts qui sont fournis à l'intérieur du milieu scolaire, c'est-à-dire l'approche scolaire, comment les établissements d'enseignement travaillent leur climat scolaire, la relation maître-élève. Donc, tout ça, c'est une bulle d'amélioration qui appartient au milieu scolaire. Puis, il y a aussi la prise de conscience, et c'est principalement aussi le rôle d'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue, la prise de conscience du rôle de tout un chacun dans la persévérance scolaire, réussite éducative. Dès la grossesse jusqu'à l'atteinte d'un diplôme, peu importe l'âge de l'individu ou l'ordre d'enseignement. Donc, les parents ont un rôle à jouer, les élus ont un rôle à jouer, les gens d'affaires ont un rôle à jouer, les voisins. Quand on jase avec nos voisins, peu importe quand on s'intéresse au parcours scolaire, aux études d'une personne, dans une intention de la motiver, ça fait en sorte que toute la communauté contribue à l'amélioration là, du taux de diplomation. C'est donc qu'il y a toujours un travail à faire quand même là, dans ce domaine-là. Absolument. Et aussi, au niveau de la réussite, on en parle, vous en avez glissé un petit mot, tout le monde peut agir pour supporter ça. À différents niveaux. C'est sûr que nous, moi je travaille au niveau régional, donc mon travail c'est d'outiller les tables locales en persévérance scolaire, réussite éducative qui, elles, sont beaucoup plus proches des individus qu'on souhaite mobiliser pour cette cause-là. Fait que je laisserai Marie-Christine expliquer la posture du territorial. Bien, au niveau local, sur chacun des territoires de la région, il y a des tables de persévérance, mais maintenant sont rendus de plus en plus affiliés avec le domaine de la santé aussi, comme Annie le nomme. Ça part de la grossesse jusqu'à la première diplomation. Donc, il y a plusieurs acteurs au niveau local. Si on parle, là, tantôt on parlait du milieu économique, la santé, le milieu scolaire, mais il y a aussi les organismes communautaires qui œuvrent là, à faire un portrait des besoins, puis à agir de façon transversale pour soutenir les familles tout au long de ce processus-là. On parle de différents intervenants, comme des travailleuses de milieu auprès des familles, qui vont soutenir les parents dans la première transition au niveau de l'acquisition de compétences pour accompagner les enfants, les éveiller, mais aussi ça se traduit avec d'autres intervenants qui peuvent parler au niveau du plus du 5 ans pour amorcer en fait un parcours scolaire avec les compétences requises pour vivre des réussites. On le sait, actuellement, la région vit une pénurie de main-d'œuvre qui est assez intense. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le domaine de la réussite éducative, persévérance scolaire, ça? En fait, les statistiques démontrent que nos élèves du secondaire travaillent proportionnellement par rapport au Québec, ils sont plus nombreux à travailler plus de 15 heures par semaine. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, quand on sait que travailler plus de 15 heures par semaine peut
devenir nuisible aux études. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des ajustements de part et d'autre pour s'assurer que la pénurie de main-d'œuvre puis ne viennent pas générer une pression négative sur la possibilité d'un individu d'obtenir son diplôme puis d'atteindre son plein potentiel. Donc là, ça implique des mécanismes de communication très serrés entre l'élève, l'étudiant et l'employeur pour que, en tout temps, on soit solidaire du premier rôle de l'individu devant nous, c'est-à-dire son rôle d'étudiant, son rôle d'élève. Donc, d'être en communication avec lui, d'anticiper la période des examens ensemble, de se dire comment d'ici les examens je peux t'accommoder pour te laisser le juste temps pour étudier. Comment l'élève, l'étudiant peut aussi se positionner pour partager ces informations-là avec son employeur pour pas se retrouver coincé entre un conflit de loyauté envers son employeur et son premier rôle d'étudiant, de créer les conditions favorables là, pour que... parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais puis là, pour l'instant, la pression est souvent sur des emplois non qualifiés. Les besoins sont beaucoup là, mais ces emplois avec l'intelligence artificielle vont décliner. Mm-hmm. Et ce qu'on va avoir besoin dans l'avenir, c'est des gens qui ont non seulement obtenu leur diplomation, mais aussi un diplôme d'études supérieures, probablement. Donc, et c'est de rester solidaire du bien commun, puis de se dire que l'individu qu'il y a devant moi, il faut qu'il atteigne son plein potentiel. Et c'est aussi notre devoir de l'accompagner dans son parcours. Parce qu'il y en a certains qui, justement, avec cette pénurie de main-d'œuvre-là, sont peut-être poussés vers le décrochage, à dire « Ah, mais je suis capable d'avoir un emploi rapidement avec le besoin qui est présent. » En fait, il y a des chiffres qui sont sortis dans une étude faite par Réseau Réussite Montréal, là, qui était puis la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Ce qui démontre aussi, c'est que l'augmentation des salaires, le pourcentage d'augmentation des salaires est beaucoup plus important pour les emplois non qualifiés. Donc, ça vient aussi générer un risque, c'est-à-dire que la personne peut être tentée par ce qui lui apparaît être un bon salaire à ce moment-là, alors que à long terme, son parcours pourrait être autre chose. Ça pourrait rapporter plus, justement, de terminer les parce qu'un décrocheur, quelqu'un qui décroche, entre le moment où, en fait, dans tout son parcours de vie professionnelle, l'écart salarial accumulé au cours de sa vie professionnelle représente 450 000 à 500 000 considérable. Quand tu n'as pas ton diplôme d'études secondaires. Puis il faut aussi être préoccupé par l'équité entre les genres, parce que pour un garçon, le salaire moyen, quand tu n'as pas ton diplôme, est autour de 33 quelques $, mais pour une fille qui n'a pas son diplôme, c'est autour de 20 quelques $. Donc, il faut toujours garder en tête l'importance, effectivement, de diplômer nos garçons et aussi l'importance de diplômer nos filles, parce que leur vie reste d'être plus difficile à cause des écarts salariaux. On parle de salaire, il y a des employeurs qui vont être sollicités bientôt pour s'engager pour la réussite. Oui. Je sais pas qui. Chaque geste compte. En fait, c'est le message clé qu'on veut pousser. Tantôt, Annie parlait de l'aménagement des horaires par rapport aux employeurs. Comment est-ce que les employeurs peuvent jouer un rôle par rapport aux élèves qui travaillent chez eux, leur montrer comment s'organiser, tu en as parlé. Mais il y a aussi les parents qui peuvent favoriser un geste simple au niveau de l'équilibre, de la conciliation travail, famille, études, loisirs et puis toute la vie. L'importance aussi d'accompagner les jeunes par rapport à la famille. Mon oncle, ma tante, tout le monde peut encourager, ça coûte rien, puis c'est prouvé que ça porte d'encourager les jeunes. Il y a un sondage justement qui nomme que 32% des jeunes qui ont pensé abandonner leurs études, en fait, ne l'ont pas fait grâce aux encouragements de leur famille proche ou élargie. Fait qu'on veut aussi mettre l'accent sur l'importance de chaque petit geste que chaque personne ou les acteurs qu'on a parlé tantôt au niveau des tables locales peuvent faire et porter. Fait qu'il y a aussi plusieurs activités qui vont être mises de l'avant dans le cadre des JPS la semaine prochaine. On peut penser à la levée d'un drapeau vers la persévérance scolaire. Chaque institution en a un.
Ils vont faire des gestes symboliques pour nommer, en fait, leur encouragement aux jeunes, puis les encourager justement à persévérer. Les familles sont aussi appelées, comme je disais, à le faire. Le milieu municipal aussi peut continuer à poursuivre davantage d'actions en favorisant notamment l'accessibilité à des milieux de vie où est-ce que la culture peut être rendue possible dans les villages, où est-ce que aussi l'accès, par exemple, à des heures du compte peuvent être mis de l'avant. C'est des petits gestes qui portent et puis qui ont un effet au niveau du parcours scolaire d'un jeune. Puis ça commence, comme on le disait, dès la grossesse. Puis tout le long du parcours d'un jeune, on peut le soutenir à différentes façons. Est-ce que vous en avez parlé de l'équilibre tantôt? C'est important. Oui, il y a l'école, il y a le travail, mais il y a aussi tous les petits à côté qui, des fois, peuvent garder un jeune directement dans son milieu scolaire. Là. Absolument. Puis le conseil vaut pour les adultes aussi, là. On prend un cercle, puis on répartit le nombre d'heures maximales, optimales pour le sommeil, le nombre d'heures consacrées aux études, le nombre d'heures consacrées au travail. Il faut absolument qu'il reste du temps pour des activités de loisirs puis sociales parce que ça nous nourrit puis ça nous permet de rééquilibrer notre motivation. Ceci étant dit, le travail peut aussi être un lieu de socialisation, puis c'est pour ça qu'on dit qu'en bas de 15 heures par semaine, c'est bénéfique pour les études. Ça peut être bénéfique, mais en fait, c'est très certainement bénéfique pour les études parce que l'élève et l'étudiant doit apprendre à s'organiser, construire son horaire. Il y a des gains à travailler moins de 15 heures par semaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être en alerte et s'auto-analyser. Puis je lance l'invitation aux adultes aussi parce que en tant qu'adultes, comment pouvons-nous accompagner des élèves et des étudiants si nous-mêmes on est en déséquilibre? Donc, je pense que ce n'est pas des conseils qui sont exclusifs aux élèves et étudiants, mais à quelque part, cet environnement-là de bien-être et de bienveillance, à quelque part, on y a tous un peu droit. Puis je pense qu'au niveau des adultes aussi, le meilleur conseil, c'est de rester à l'affût. Justement, quand on fait le suivi auprès de ces jeunes-là, de rester à l'affût puis présent, de ce que je comprends. Oui, oui. Ah ben voilà. Merci beaucoup, mesdames, de votre passage sur notre plateau. Merci à vous. De ton accueil.